Bonjour à tous déjà, merci de votre participation. Donc je me présente, je suis Sylvain Rison, directeur commercial France et je suis accompagné d'Eliott. Voilà. Bonjour à tous. Eliott qui est chargé de marketing et qui va prendre en charge l'organisation de cet atelier. Donc merci pour la participation à ce webinaire qui, je le rappelle, est sur la loi d'orientation des mobilités sur le thème de l'ouverture des données, de l'information multimodale et de la billettique. Un petit focus rapide, Cityway, filiale groupe Transdev, et spécialisé dans la mise en place de dispositifs pour faciliter la mobilité et notamment des solutions de type MaaS. Donc à ce titre, nous nous intéressons bien sûr très fortement aux dispositions de la LOM qui sont maintenant prévues dans les prochains décrets. Et aujourd'hui, ce webinaire va permettre de repréciser un peu les attentes et les notions qui seront nécessaires pour la mise en œuvre de la LOM. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Eliott. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités pour l'occasion. Monsieur Victor Alonso, directeur adjoint de la mission Innovation numérique et territoire, et Benoît Quéron, responsable de la plateforme nationale des données de transport, transportdatagouv.fr, tous deux membres de la DGITM au ministère de la Transition écologique. Victor et Benoît vont vous apporter un éclairage sur la LOM dans la première partie de ce webinaire. Suivra ensuite une session de questions-réponses durant laquelle nos invités seront ravis de répondre à vos interrogations sur le sujet. N'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, tout au long du webinaire dans le chat et nous y répondrons à la fin des deux présentations. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Victor Alonso. Bienvenue Victor. Donc je vous passe la balle et je vous invite à partager votre écran. La parole est à vous. Alors, je vais gérer l'écran Ah, d'accord. pour la DGITM. Merci Benoît, enfin merci Elliot. Donc effectivement, pour ceux qui me connaissent pas, parce que je suis récent sur mon poste, je suis à la DGITM, donc directeur adjoint de la mission Innovation numérique et territoire. Donc j'étais pas là pendant les débats sur la LOM et pendant l'adoption, mais donc j'ai récupéré ce dossier récemment. Je suis accompagné, donc, comme vous l'avez dit, de Benoît Quéron, qui est également à la mission Innovation numérique et territoire, en particulier sur le sujet des données, et qui reprend depuis peu également, on va dire en direct, le pilotage de la plateforme transport.data.gouv.fr, qui était auparavant géré directement par la direction interministérielle du numérique, et dont le pilotage, l'intrapreneuriat, comme on le dit maintenant dans le langage des startups d'État, est repris par Benoît Quéron. Donc à ce titre, je vais le laisser présenter la première partie, si tu arrives à projeter, Benoît. La première partie sur l'ouverture des données, et je présenterai la deuxième partie sur l'ouverture de la billettique dans la LOM. Voilà, juste quelques mots d'introduction sur la LOM, mais je pense que vous avez déjà tout ça en tête, hein. C'est une loi dont l'objectif était de répondre un petit peu à toutes les interrogations, toutes les difficultés de mobilité des Français dans les déplacements du quotidien, notamment, avec on va dire le grand principe qui est de confier aux AOM, aux autorités organisatrices de la mobilité, à un niveau très local, la compétence d'organiser les moyens de transport et de façon générale la mobilité pour leur territoire, et ensuite tout un tas de dispositions pour organiser justement ces nouvelles compétences des autorités organisatrices de la mobilité, et en particulier des compétences pour aller dans le sens de l'innovation, de l'ouverture des données, de la création de services numériques, avec ces articles 25 et 28
de la LOM. Je vais laisser Benoît, du coup, commencer avec la présentation de l'article 25 qui est lui, plus particulièrement focalisé sur l'ouverture des données. Si tu arrives à projeter, Benoît. Benoît, vous nous entendez toujours? Alors, Elliot, il faut que tu partages toi ton écran. On voit Ok. pas l'écran là. Ok, bon, je vais faire Mais on, défiler la mais on présentation. t'entend. Mais on t'entend. Faut que tu prennes la main sur la présentation, Elliot. je crois que Benoît Quéron a été déconnecté et il est en train de se reconnecter. Ok, bon, on va l'attendre. En attendant. En attendant, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, C'est bon? oui. Excusez-moi, je sais pas où on en est. Vous m'entendez? Oui, je Ouais, vous entends. vraiment désolé, mon ordi a complètement craché. Autant pour moi. Ça arrive. Je suis désolé. On Pas de t'a, souci. on t'a attendu, Benoît. J'ai juste fait une petite introduction sur Ok, la bon. générale sur la LOM et donc je te passais la parole. Ok, bon, Pour parler, j'arrive pile à temps alors. voilà, Désolé. par les données et article 25. Donc je te laisse la parole. Ouais, merci. Bah, du coup, ouais, je veux bien que côté Cityway, vous gérez la Bien sûr. présentation. Top. Du coup, donc l'article 25 de la LOM qui régit l'ouverture des données de mobilité. Donc sur diapo suivante. Donc voilà, juste pour rappeler un peu le cadre juridique de base, enfin il faut pas l'oublier parce que notamment aujourd'hui il est en cours de révision au niveau européen, mais sinon pour l'heure donc le cadre de base légale c'est bien un règlement délégué de la Commission, le 2017-19-26 qui assure, si vous voulez, le cadre d'ouverture des données. La Commission poursuit derrière une politique de base qui est le développement des services numériques d'information multimodale. Elle a fait le constat qu'aujourd'hui, le principal frein au développement de ces services, c'est l'ouverture des données. Donc, d'où la rédaction d'un règlement délégué, notamment, qui assure cette ouverture de données. Ça brasse vraiment l'ensemble des services, enfin, ça brasse tout un ensemble de modes de transport, à la fois régulier à la demande. Ça concerne aussi tout ce qui est infra et après des choses un peu plus relatives au mode personnel. Mais voilà, un panorama assez complet de modes. Il y a une obligation donc pour l'ensemble de ces modes d'ouverture de données théoriques. Et on peut lister par exemple les horaires et les tarifs pour les plus communs. Il y a une option laissée à la discrétion des États sur les données dynamiques. En l'occurrence, on y reviendra après hein, pour le droit français. Donc voilà, il y a toute une série d'obligations hein, sur la mise aux normes de ces données, sur des critères de qualité. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Chose très importante à retenir, et c'est justement toute la valeur ajoutée un peu, si on veut, de ce règlement délégué, c'est qu'en fait, aujourd'hui, cette donnée en soi, elle existe. Justement, la commission n'impose pas de création de données. L'idée est bien de rassembler la donnée existante. Cette donnée existante aujourd'hui détenue de manière assez hétérogène par plusieurs types d'acteurs, et donc la principale valeur ajoutée est justement de rassembler toute cette donnée sur un point d'accès national unique. Donc charge à chaque État membre d'en développer un. En France, il est disponible à l'adresse transport.data.gouv.fr
qui est donc une surcouche de la plateforme peut-être un peu plus connue, certainement même plus connue, des données publiques data.gov. Donc voilà, il y a la même infrastructure derrière. Si j'en reviens à l'ouverture des données, donc cette ouverture est régie par un calendrier, donc voilà, qui distingue le réseau principal, qui est une notion juridique, des autres parties du réseau. Le réseau principal étant pour la France composé de 8 métropoles et de l'ensemble des liaisons principales entre ces 8 métropoles. Donc un calendrier un peu plus ambitieux pour ce réseau principal, un peu plus de délai pour les autres parties du réseau. Après, oui, un dernier point, c'est que ce règlement, donc par rapport à l'ouverture, par rapport aux données mises à disposition des réutilisateurs, les producteurs ont des possibilités de mettre en place des conditions d'utilisation, donc qui peuvent se matérialiser par une licence. Mais également demander une compensation financière pour justement la diffusion des données. On y reviendra parce qu'en droit français, il y a des choses plus précises là-dessus. Mais aussi, enfin, des obligations côté réutilisateur dans la réutilisation des données en termes de neutralité dans la réutilisation et transparence vis-à-vis des producteurs. Diapo suivante. Donc, me semble-t-il, on atterrit en droit français. Donc, effectivement, ce règlement délégué est retranscrit en droit français par l'article 25 de la loi d'orientation des mobilités. Notamment, il est à retenir que la France fait le choix de saisir l'option du temps des données dynamiques, pardon, ce qui donc sera le cas en France, l'ouverture aussi de ces données. Le calendrier est un peu plus resserré, notamment pour le réseau dit non principal. Un an de délai est laissé alors que le règlement en laissait 2. Sur le champ des modes concernés, en France, on va un peu plus loin dans les services de mobilité concernés, avec notamment une ouverture élargie au free floating, au covoiturage dans certaines conditions, également au taxi et bornes de recharge électrique. Et un point d'attention aussi, c'est, donc comme tout à l'heure, je le précisais, c'est très important, que ce soit la LOM ou le règlement délégué, il n'y a pas d'obligation de création de la donnée. Hormis pour un point en particulier qui donc se retrouve dans le droit français, qui est les données d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Là, il y a bel et bien une obligation de créer de la donnée. Donc voilà, ça fait l'objet aussi d'un calendrier qui est beaucoup plus flexible compte tenu du fait qu'il faut créer la donnée. Diapo suivante. Oui, quelques modalités rapides sur cette ouverture de données. C'est la loi donne une responsabilité d'animation des régions vis-à-vis des AOM de leur ressort territorial dans l'ouverture des données. Bon voilà, enfin si on met ça un peu au regard aujourd'hui je pense qui était aussi l'objet de ce webinaire, ça reste un peu encore à mettre en musique. Voilà. Ensuite, un point sur, oui, voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur la compensation, je voulais y revenir. Autant le règlement délégué laisse une totale ouverture à cette question, autant en France, ça a été bien précisé par la LOM, selon en fait une philosophie qui est la suivante, c'est l'open data doit servir l'innovation, n'étant pas seulement et bien souvent insufflée par des grands groupes, mais plus particulièrement par des petites structures type start-up qui n'ont pas les mêmes capacités de démarrage dans des projets. Et donc, la loi assure une zone de gratuité en fait à l'accès aux données. En revanche, au-delà donc de certains seuils, notion introduite par la loi et précisée par voie réglementaire en cours actuellement,
Au-delà, donc on vise plutôt des services numériques industriels. Hein. On entend plutôt là des choses comme Citymapper ou des grosses applications dans ce genre-là, type Mappy, via Michelin, ce qu'on veut. Là, la réutilisation des données peut faire l'objet d'une compensation financière, qui toutefois se limite vraiment à compenser les coûts de diffusion. On n'est vraiment pas sur un prix de marché. Et enfin, dernier point qu'on peut retenir des dispositions de l'article 25, c'est que un rôle un peu en quelque sorte, si je peux me permettre, de gendarme est donné à l'autorité de régulation des transports, dont sa mission est donc de s'assurer de la bonne ouverture des données et de la conformité par rapport à tous les points là que je viens de présenter. Dans ce sens, elle a donc un rôle aussi un droit de sanction et un rôle de règlement des différends. Diapo suivante. Donc, si je fais un peu un état des lieux aujourd'hui d'où on en est, là est présentée un peu une carto représentative de l'ouverture des données théoriques des horaires de transport en commun, qui était, si vous voulez, un peu la stratégie, l'axe stratégique pris dans l'ouverture des données, notamment compte tenu de la politique publique poursuivie derrière l'ouverture des données. On a une ouverture quasi totale hein, sur le territoire, y compris outre-mer, qui n'apparaît pas. Diapo suivante. Par rapport à ces horaires théoriques, ces horaires des transports en commun, justement, si je donne un peu une perspective pour 2021, il me semble que c'était la thématique. L'accent va être mis également encore sur cette question d'horaire, avec une accélération sur le temps réel notamment. Pour autant, des travaux, hein, on a quand même bien avancé sur les autres modes. Voilà, il y a quelques chiffres clés là sous vos yeux, mais l'idée étant de bien avoir en tête le fait que par exemple, les vélos en libre service ont également déjà bien fait l'objet d'une belle ouverture. Plusieurs bases nationales ont été créées, telles que les lieux de covoiturage, les bornes de recharge électrique et le stationnement en ouvrage. Il y a de premières expérimentations sur l'aérien. Voilà, c'est vraiment des sortes de travaux un peu électrons libres autour du cœur de métier qui reste quand même un peu les horaires de transport en commun et dont d'ailleurs en 2021 un travail sera mené sur les tarifs de ces services-là. Je pense avoir fait le tour. Diapo suivante, je ne sais pas où ça nous mène. Oui, bah alors du coup, peut-être pour terminer, par rapport à la plateforme transport.data, hein, si je vois bien un peu les participants aujourd'hui, hein, c'est pour communiquer un peu que donc c'est pas seulement une plateforme, c'est aussi une équipe qui est vraiment à disposition pour aider chacun producteur à ouvrir la donnée. C'est aussi une équipe qui favorise leur réutilisation, toujours dans cette idée de pas travailler inutilement et que ce projet-là ait bien un impact réel sur le terrain. Et enfin, je terminerai par dire pour 2021, au-delà des chantiers habituels d'ouverture des données qui seront conduits, il y a une volonté que la plateforme, au-delà donc d'être une bibliothèque de données, prenne aussi un nouvel axe stratégique et qu'elle se positionne un peu plus en boîte à outils, justement pour aider les producteurs et aussi améliorer notamment les données qui permettraient de faciliter leur réutilisation. Donc voilà, je pense avoir fait un bref retour. Je ne sais pas, je peux peut-être prendre quelques questions déjà sur l'article 25. J'ai vu qu'il y en avait dans le chat. Merci beaucoup Benoît. Pour les questions, On fera après. propose oui, voilà, on fera après. Top. Donc, si j'ai bien compris, je vais laisser la parole à Victor Alonso qui va nous parler de l'article 28. Oui, je laisse la parole à Victor. Du coup. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, Benoît vous a présenté la partie ouverture des données
donc qui est la première brique tout à fait essentielle pour développer notamment des systèmes d'information multimodaux, et donc qui permet notamment via cette plateforme transport.data d'aller de plus en plus vers des services qui sont entre guillemets un petit peu gagnant-gagnant entre les autorités organisatrices de la mobilité qui ouvrent leurs données, les entreprises qui développent des services et puis les usagers qui du coup ont accès plus facilement à ces horaires, à ces services, etc. L'étape suivante, c'est l'étape de la billettique des services de mobilité. Et donc c'est là qu'intervient l'article 28 qui vise à favoriser la création de ces services de mobilité, enfin de ces services billettiques multimodaux, donc ce qu'on appelle les MaaS, les Mobility as a Service. On va passer à la slide suivante, pour rentrer un peu plus dans le détail. Alors le MaaS, bon, je pense que vous connaissez. L'idée c'est pour l'usager d'avoir une plateforme unique où il a l'intégralité des services proposés, donc qui lui permet d'accéder facilement, de choisir tel ou tel service pour les politiques publiques, donc notamment les autorités organisatrices de la mobilité, mais aussi le ministère des Transports. C'est évidemment une des politiques publiques phares qu'il mène, c'est de diminuer le recours à la voiture individuelle, dans le but notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais pas que, diminuer les émissions de polluants, notamment dans les zones urbaines, la congestion, l'accidentologie, etc., etc. Donc, quelle est l'option qui a été prise dans cet article 28 ? L'idée a été d'ouvrir la billettique de tous les services de mobilité, mais pas n'importe comment, en définissant un petit peu des droits et des obligations pour les différents acteurs impliqués dans cette ouverture. Donc les différents acteurs, c'est évidemment d'un côté les services de mobilité qui eux ouvrent leur billettique à des tiers, et puis les services de masse, donc les opérateurs de masse qui viendraient à se créer, à se développer, qui eux aussi ont des droits et des obligations à respecter vis-à-vis des opérateurs de mobilité. Donc voilà, c'est une ouverture, mais c'est une ouverture avec un certain nombre de garde-fous qui permettent de s'assurer que aucune des deux parties ne se sente lésée ou ne puisse être victime d'un abus de position dominante de la part d'un autre acteur. Alors, on va passer à la slide suivante. Du point de vue de l'opérateur de masse, donc de celui qui souhaite offrir un service de masse, il y a plusieurs règles à respecter. Alors, on a les règles principales. Tout d'abord, il doit offrir une offre complète, une offre publique de transport complète sur le territoire sur lequel il veut s'implanter. Ça signifie que il peut pas, par exemple, proposer uniquement des services publics urbains, donc là où c'est dense et là où il aura du volume, et ne pas faire figurer des services publics dans des zones un peu moins denses, au motif que il serait moins utilisé, donc moins intéressant pour lui à intégrer dans son service. Il y a une notion de sélection non discriminatoire au sein des services librement organisés, donc c'est-à-dire des services privés. Alors ça, c'est une notion assez importante. L'idée, c'est que l'opérateur de masse finalement ne fasse pas son marché, entre guillemets, de façon complètement arbitraire au sein des services privés qu'il propose, en passant des accords commerciaux avec tel opérateur privé de mobilité, pas avec tel autre, etc. Mais bien que il propose une offre cohérente à l'usager,
C'est-à-dire que dès lors qu'il y a deux opérateurs sur le même mode de mobilité, donc par exemple sur le vélo libre-service ou sur la trottinette libre-service, s'il y a deux opérateurs qui ont une couverture équivalente, un niveau de service équivalent sur le territoire considéré, alors on peut considérer qu'il n'y a pas de critères objectifs qui permet de distinguer un opérateur de l'autre, et l'opérateur de masse doit intégrer de façon non discriminatoire les deux services. Bien sûr, s'il y a un service qui est 10 fois plus important, avec une couverture qui correspond beaucoup mieux à la couverture que le masse vise, etc., etc., là, c'est des critères tout à fait objectifs pour n'en choisir qu'un des deux. Mais voilà un petit peu le sens de cette sélection non discriminatoire. Une autre obligation importante qui a été insérée dans la loi, c'est le critère de transparence du classement des offres à l'égard des usagers. Là encore, l'idée, c'est qu'un opérateur de masse ne vienne pas mettre en avant certaines offres du simple fait qu'il a passé un accord commercial occulte, entre guillemets, avec tel ou tel opérateur de mobilité. L'idée, c'est que les offres qu'il propose et qu'il met en avant soient bien identifiées pour avec un critère un critère simple et lisible de la part de l'usager, comme répondant à tel ou tel critère. Donc par exemple un critère de prix, un critère d'émission de CO2, un critère de temps de trajet, etc., etc. Donc voilà un petit peu les obligations qui sont faites aux opérateurs de masse. Alors on peut passer à la slide suivante. Voilà. En regard de ces obligations, évidemment, il y a un certain nombre de droits qui sont entre guillemets un petit peu les obligations de la part des services de mobilité, qui sont effectivement ces opérateurs de masse. Dès lors qu'ils souhaitent revendre un service selon le modèle entre guillemets de revente, enfin c'est pas forcément de la revente, mais en tout cas selon un modèle place de marché où il distribue on va dire à l'identique les offres de mobilité des opérateurs publics ou privés qu'il propose, alors il a de droit accès à la billettique des services concernés. Donc ça concerne des services librement organisés locaux, puisqu'on est sur de la mobilité quotidienne. Il a droit aux services publics, il a droit aux services de partage de véhicules, aux plateformes de réservation VTC, aux plateformes de covoiturage. Donc l'idée c'est que voilà, dans ce modèle, le MAS étant soumis à un certain nombre d'obligations, notamment de transparence, de sélection discriminatoire, en contrepartie a droit d'accéder à la billettique sans que les services de mobilité puissent y faire opposition, dans ce modèle où il revend exactement le service qui est proposé par l'opérateur de mobilité. On va passer à la slide suivante. Voilà, bon, j'en ai terminé. Enfin, effectivement, il y aurait pu y avoir une autre slide qui était sur un petit peu l'autre modèle. L'autre modèle, c'est le modèle où le service, l'opérateur de masse irait jusqu'à proposer ses propres produits, avec ses propres tarifs, avec des choses packagées. Là, la loi a indiqué que dans ce cas-là, l'opérateur de masse doit demander l'autorisation à l'opérateur de mobilité dont il souhaite commercialiser les services. Donc, par exemple, s'il souhaite commercialiser une offre packagée avec du métro et un autre service avec un prix
particulier qui ne reflète pas stricto sensu le prix des services pris bout à bout, eh bien, il doit demander l'autorisation aux différents opérateurs de mobilité pour pouvoir effectuer voilà, et pouvoir proposer des nouveaux services, des nouveaux packages. Donc ça, c'est un garde-fou qui a été demandé par un certain nombre d'opérateurs de mobilité pour qu'ils ne soient pas totalement désintermédiés par ces plateformes. Donc il y a un premier niveau d'agrégation qui est possible sans autorisation, mais quand on veut aller plus loin dans l'intégration, il y a une autorisation qui est demandée. Et il y a un autre point, alors qui n'est pas stricto sensu dans la loi, mais qui est plus un élément de réflexion sur le sujet des masses et qui parfois est un petit peu perdu de vue. C'est que souvent, enfin, un certain nombre d'acteurs, quand ils parlent de masse, ils pensent très vite masse urbain, avec notamment beaucoup de services de micromobilité, puisque effectivement c'est ce qu'on voit un petit peu émerger partout dans les centres-villes urbains. Il faut pas oublier que un des objectifs principaux du MAS, c'est de favoriser le report modal, de décarboner les déplacements, et donc il y a un accent à mettre et à ne pas oublier sur les zones où justement la voiture personnelle est le mode de transport le plus utilisé. Et donc c'est typiquement les zones périurbaines, les zones moyennement denses, voire peu denses, sur lesquelles il y a moins de services, il y a moins d'offres de transport. Mais justement, les masses sont une bonne opportunité pour proposer des choses plus fluides avec par exemple du transport périurbain, interurbain et du transport urbain, des choses comme ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier. Il faut pas oublier de déjà mettre en cohérence toutes les offres publiques qui existent et qui sont déjà très morcelées avant d'aller sur du mass très urbain avec plein d'offres privées de micromobilité. Donc je pense que c'est un point très important. Et il y a un autre point qui parfois est un petit peu éludé aussi quand on parle de masse. En général, on se focalise beaucoup sur effectivement ces offres décarbonées, mais il faut pas oublier non plus d'aller chercher les usagers là où ils sont, et notamment les autosolistes là où ils sont. Et donc il y a tout un travail à mener pour que ces plateformes de masse, ces services de masse, certes, ça soit des super outils à destination de ceux qui utilisent déjà régulièrement des transports en commun, etc., mais que ça soit aussi des outils qui permettent d'aller chercher les autosolistes et de vraiment leur donner entre guillemets envie d'utiliser les services masse. Donc ça peut être par exemple en leur proposant dans un premier temps des services liés à la voiture, hein, avec des services de parking, des rabattements sur des parkings relais, des services sur le paiement du stationnement, sur le paiement des péages, etc., de telle façon à pouvoir capter les autosolistes et à pouvoir les rabattre sur des services plus durables. Voilà un petit peu le message que je voulais ajouter, voilà, qui vient un petit peu se rajouter par rapport à la stricte lecture de la loi. Alors je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat, mais je rends la parole parce que je sais pas s'il faut d'abord qu'on traite les questions sur l'article 25 avant de passer à celle-là. Merci beaucoup Victor et merci Benoît pour vos présentations. Je vous propose désormais de passer à la session questions-réponses. Donc j'ai vu que Benoît avait répondu à quelques questions directement dans le chat. Donc je rappelle à tous nos participants que vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat et nous allons y répondre tout de suite. Alors, donc on a Camille Vedel qui demande si plusieurs solutions masse pourront cohabiter sur un même territoire en toute légalité. Alors effectivement, la loi n'a pas prévu qu'il y ait un seul opérateur de masse
sur un même territoire. Donc il n'y a pas de procédure d'agrément du MAS où il y a pas de procédure de premier arrivé premier servi non plus. Donc effectivement, plusieurs solutions MAS peuvent tout à fait légalement cohabiter sur un même territoire. D'accord, merci. Ensuite, deuxième question de Carole, qui demande si ce sujet des packages d'offres et ses conditions concernent aussi les acteurs des masses privées. Oui, alors en fait, c'est un petit peu le principe de la loi, c'est-à-dire que il y a à la fois des obligations pour les masses et des obligations pour les opérateurs. Et en fait, des deux côtés, ce sont les mêmes obligations, les mêmes conditions qui s'appliquent, que ce soit un mass privé ou un mass public. Du côté des opérateurs de mobilité, alors c'est pas tout à fait exactement les mêmes conditions en fonction de si c'est un opérateur public de mobilité ou un opérateur privé, mais globalement, c'est vraiment le même type de conditions qui s'appliquent, et donc le même type de conditions avec voilà, cette idée de transparence entre les offres, cette idée que l'obligation qui est faite aux fournisseurs de mobilité, c'est d'ouvrir sa billettique entre guillemets en l'état, c'est-à-dire avec les mêmes produits tarifaires que ce qu'ils vendent actuellement. Et que par contre, si on veut aller à un niveau d'intégration plus élevé avec des packages, etc., il y a forcément une demande d'autorisation qui doit être faite à l'opérateur, que l'on parle d'un mass privé ou d'un mass public. Ensuite, il y a une question sur doit-il y avoir une cohérence absolue des tarifs entre offres locales et offres régionales? Alors là, je suis pas sûr de comprendre tout à fait. Je comprends pas tout à fait la question, donc je veux bien que Carole la reformule, peut-être pour que je puisse y répondre plus précisément. Oui, parfois il y a des solutions locales qui sont différentes des solutions régionales, et il y a peut-être des réflexions sur les tarifs qui se font à des endroits différents. Donc voilà, c'était pour savoir si il y a une coordination qui doit s'effectuer entre les différentes dimensions territoriales sur ce sujet des tarifs, par exemple. Là, vous parlez par exemple uniquement de transport public, c'est ça? Par exemple. Si je peux me permettre, Victor, je pense que ça rejoint la question d'avant, en fait. Même, enfin, si un MAS se développe à l'échelle locale, compte tenu justement des éléments de réponse précédents, il peut accéder en fait de droit aux offres régionales dès lors qu'il respecte la politique tarifaire. S'il s'en va sur une autre politique tarifaire, effectivement, là, il doit avoir l'accord de la région. Oui, tout à fait. Par exemple, effectivement, si on prend le cas d'une région avec une métropole, donc une métropole qui gère son système de transport urbain, et la région qui gère son système de transport régional, donc chacune des deux autorités organisatrices a sa politique tarifaire. Après, il est dans l'intérêt des deux de se parler, de se coordonner de telle sorte à ce qu'effectivement on puisse proposer à quelqu'un un trajet avec un bout de transport régional et un bout de transport urbain pour aller jusqu'à sa destination finale. Mais il y a aucune obligation à mettre en cohérence ces deux politiques tarifaires, puisque les deux autorités organisatrices restent maîtres sur leur politique tarifaire. Donc là, c'est plus une discussion à avoir entre autorités organisatrices, mais le sujet du MAS, on va dire, est un bon prétexte pour mettre un petit peu tout le monde autour de la table et finalement réexaminer en détail quelles sont les différentes offres tarifaires des différents acteurs publics et voir s'il n'y a pas effectivement des nouvelles offres qui peuvent être proposées à un certain nombre d'usagers qui parfois utilisent plusieurs services de transport public
Et donc le MaaS, ça peut être une bonne solution pour finalement attirer ces usagers vers le transport public, là où ils étaient un petit peu rebutés par le fait qu'il y avait des tarifs un petit peu dispersés et qui faisait qu'ils du coup ils allaient naturellement vers la voiture personnelle, qui est toujours la solution la plus simple quand on est un petit peu perdu dans le un petit peu perdu dans le millefeuille administratif des transports. Donc voilà, c'est un petit peu ça, mais il n'y a pas d'obligation légale d'aller vers une harmonisation des tarifs en tant que telle. Merci beaucoup, Victor et Benoît. On va clôturer sur une dernière question de Vivien Michon, qui demande quels sont les critères de non-discrimination des services librement organisés et qu'est-ce qui peut garantir la transparence du classement des offres. Alors sur les critères de non-discrimination, j'en ai un petit peu parlé pendant la présentation. C'est vraiment l'idée qu'un opérateur de masse ne soit pas tenté entre guillemets de n'afficher que des offres, que certaines offres, au simple motif qu'il a passé un accord commercial avec tel ou tel opérateur de mobilité pour que cet opérateur de mobilité soit affiché de façon exclusive comme étant l'acteur unique sur le vélo libre partage ou l'acteur unique sur la trottinette électrique, etc., etc. Et que donc finalement l'opérateur de masse soit obligé de faire une sélection sur des critères objectifs, et donc des critères qui sont le type de service qui est offert sur le territoire, la couverture, le type de tarif pratiqué, etc., etc. Donc c'est ce type de critères qui doivent être utilisés. En ce qui concerne la transparence dans le classement, finalement, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que maintenant qu'on s'est assuré que l'offre qui est proposée à l'usager, elle est complète, enfin pas forcément totalement exhaustive, mais en tout cas, elle n'a exclu personne de façon arbitraire. Maintenant, il faut classer les différentes offres, et de la même façon, il ne faut pas classer les offres entre elles de façon arbitraire, mais le faire de façon transparente. Et donc là encore, c'est l'opérateur de masse qui devra afficher quels sont les critères qui met en avant telle ou telle offre. Et si cette transparence n'est pas assurée par l'opérateur de masse, l'ART, donc l'autorité de régulation des transports, est l'autorité qui pourra effectivement régler des différends entre un opérateur de masse et un opérateur de mobilité qui se sent lésé par un classement qu'il considère comme n'étant pas transparent. Voilà un petit peu le principe de ces obligations. Merci beaucoup, Victor, pour ces précisions. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je remercie également nos invités, Monsieur Victor Alonso, Monsieur Benoît Clairon, de s'être rendus disponibles pour nous porter cet éclairage sur la LOM. Si on a d'autres questions, je vois pas d'autres questions. Oui, bon, on va clôturer. Je vais vous envoyer un court questionnaire de satisfaction. Merci si vous pouvez prendre 2 minutes pour le remplir dans l'idée d'améliorer nos prochains webinaires. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous informer de nos prochaines sessions, en espérant que celle-ci vous a plu, bien sûr. Bonne soirée à tous et merci. Merci bien, bonne soirée. Merci.